Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, un autre départ chez Groupe Yvon Michel, un dernier combat chez les poids super mi-moyens pour Jamie Munguia et un dernier combat pour Tyson Fury en attendant Deontay Wilder. Et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, on l'avait évoqué la semaine dernière, notre ami Laurent Poulain avait annoncé la fin de l'association entre Groupe Yvon Michel et Shaquille Finn. Là, on apprend de la bouche de Mathieu Boulay, notre ami du Journal de Montréal, que c'est au tour de Christian Mbili de mettre fin à son association avec le promoteur québécois. On dit qu'il reste 2 combats à l'entente qui vont être présentés en France. Et ensuite, il va être libre comme l'air. Est-ce qu'il va s'entendre avec un promoteur québécois, Eye of the Tiger, ou va décider de rester en France? On ne sait pas encore. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est le non-lieu, si on veut, la décision de... On n'a pas été en mesure de le placer sur la carte du mois de juillet, le combat qui mettait en vedette Oscar Rivas. On n'a jamais été capable de trouver un partenaire pour danser parce qu'on sait, plus on gravit les échelons dans le monde de la boxe professionnelle, ça prend des moyens. Ouais. Il semble qu'on n'avait pas ces moyens-là. Et là, c'est un très dur morceau parce qu'Mbili, c'est une pépite, c'est un boxeur qu'on peut légitimement penser qu'il deviendra un jour champion du monde. Exactement. Là, qu'est-ce qui va se passer avec Groupe Yvon Michel? Oui, parce que c'était pour les plans d'avenir. Christian Mbili était extrêmement important pour Jim. Là, s'il s'en va, qui est-ce qui reste qui a un potentiel aussi gros qu'Mbili? Il n'en reste pas beaucoup pour Groupe Yvon Michel. Ça fait 2 départs majeurs en 2 semaines. J'espère pour eux que l'hémorragie va s'arrêter là parce que sinon ça risque de péricliter. Du côté d'Mbili, je ne sais pas s'il va rester au Québec ou s'il va rentrer en France. On sait qu'il y a tout le clan de Rio avec Tony Yoka, Souleymane Sissoko, toute l'équipe de France de boxe amateur qui était aux Jeux Olympiques de Rio, qui sont maintenant sous contrat. Pour la plupart avec Brahim Asloum et Canal+, qui est le diffuseur en France, qui diffuse également les grands combats américains. Canal+ est parti de la boxe pendant quelques années. C'était le diffuseur historique depuis les années de Mohamed Ali, etc. Ils sont partis pendant quelques années, au milieu des années 2000, et ils sont revenus dans le portrait récemment depuis la médaille d'or de Tony Yoka. Ils lui ont donné un énorme contrat et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, en boxe, dans une écurie de promotion, il faut une locomotive pour tirer tout le monde derrière. Là, cette locomotive, c'est Tony Yoka. On sait que Christian Mbili est proche de tous ces boxeurs qui étaient à Rio avec lui. Donc j'ai l'impression, moi, qu'il va retourner en France avec toute cette équipe-là. Mais ça se peut qu'il aille du côté d'Eye of the Tiger. Je ne sais pas, j'ai pas d'infos. Le promoteur Antonin Descaries a déjà manifesté son intérêt, dit que c'est un boxeur qu'il respecte énormément. En même temps, c'est une vérité de la palisse. Je pense que c'est un boxeur qui est promu tellement un bel avenir que n'importe quel promoteur n'hésiterait pas à le mettre sous contrat. Ce qu'il avait convaincu de venir ici, il y avait l'expertise d'Yvon Michel, mais aussi celle de l'entraîneur Marc Ramsey. Ouais. Est-ce qu'on sait Ramsey n'a pas d'entente signée avec ses boxeurs? C'est toujours une entente de gré à gré. Est-ce qu'il va décider de continuer à s'entraîner en France? Parce qu'on sait, comme tu le dis, il gravite avec l'équipe des Jeux Olympiques de Rio. On se souviendra, Oscar Rivas, pendant sa préparation, avait été s'établir en France pendant quelques semaines pour un combat là-bas aussi, habituer son corps au décalage horaire et tout. On profitait des installations qui sont à la fine pointe. On a beaucoup investi en France pour la boxe au cours des dernières années. C'est un mystère total. Déjà, on dit loin des yeux, loin du cœur. Christian Mbili, ça faisait très longtemps qu'il ne s'était pas battu devant le public québécois. Ça remonte à avril 2018. Ensuite, il y a eu des combats à Toronto, en France et le dernier dans la région de Philadelphie. On voyait déjà cette situation, à l'horizon. Parce que là, il reste officiellement 5 boxeurs sous contrat pour Groupe Yvon Michel. Il y a une championne du monde, Marie-Ève Dicker, sauf que on sait, son dernier combat, ça a été présenté à la télévision à la carte et selon les informations qui circulent, ça n'a pas été un succès financier monstre. Il faut le comprendre. 60 $ pour une carte qui comptait 6 combats. Les amateurs, à moins d'être vraiment des amateurs qui décident. Un supporter de la première heure et vraiment un ardent défenseur de la boxe québécoise. Les gens ont préféré passer leur tour. Et là, on se retrouve avec Eléder Alvarez et Oscar Rivas.
des boxeurs qui sont déjà dans la trentaine, qui ont beaucoup de kilomètres parcourus dans le monde de la boxe, tant amateur que professionnel. Ils ont eu leur chance. Eleider Alvarez en a profité, mais ça a duré quoi, 6 mois? Sergei Kovalev qui avait remis assez rapidement les pendules à l'heure. Oscar Rivas lui a raté une occasion contre Dillian Whyte, sauf que là, on se retrouve dans une... c'est dans l'impasse encore, cette histoire-là. Avec sauf qu'on sait, hein, quand on est comme ça avec dans le processus judiciaire, ça demande des représentants, ça demande des sous. Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que là, on voit aussi, on compte Sébastien Bouchard, qui lui aussi là, a été affecté par les blessures et souvent on tardait, on disait bon, on va faire un événement à Québec. C'était très difficile à concrétiser. Wilfrid Seyi, lui qui est dans les premières heures de sa carrière professionnelle, pourrait facilement se retourner de côté et battre. C'est un boxeur qui est d'origine africaine, pourrait aller en France, notamment, un peu se promener un peu partout. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et là, les informations, Adrien, que j'ai reçues au cours des dernières heures, parce qu'évidemment, on a communiqué avec beaucoup de personnes, savoir quel avenir, c'est que c'est un peu, grosso modo, quasiment un plan de liquidation. À terme, là, c'est une rumeur qui courait déjà depuis plusieurs mois dans le monde de la boxe. Est-ce qu'Yvon Michel va ranger les armes et seulement se concentrer sur sa carrière de communicateur et cesser la promotion de boxe? Ce sont les informations que j'ai recueillies. Tout pointe vers ça. On peut dire c'est cyclique la boxe. Souvent, c'est une question d'un combat et la machine repart. On l'avait vu avec Adonis Stevenson en 2013. Yvon Michel s'était jamais caché. L'avenir de son entreprise se jouait là. Stevenson avait causé la surprise en battant Dawson de manière spectaculaire. Et bon, ça avait fait tout un. À partir de ce moment-là, c'est retrouvé automatiquement sur la télévision américaine, que ce soit HBO dans un premier temps. Ensuite, c'est associé au promoteur Al Haymon pour le meilleur et pour le pire. Mais reste que ça a permis à Stevenson de se remplir les poches et à Yvon Michel d'organiser des galas d'importance ici au Canada, que ce soit, bon, il y en a eu quelques-uns en Ontario, mais il y en a eu plusieurs, que ce soit à Montréal ou Québec, permettait de faire tourner la machine, de financer des combats pour faire progresser les carrières, que ce soit d'Eleider Alvarez ou d'Oscar Rivas. Mais ces deux-là, même si on voyait des opportunités à court terme, on se doute que ce sera aux États-Unis. Même on parlait de combats contre Gilberto Ramirez ou encore Jesse Hart. À moins qu'ESPN accepte de se déplacer au Canada, ce qu'on n'a pas vu là. Disons, non, ça n'arrivera pas. Et les promesses qu'on nous avait faites n'ont pas du tout été remplies. On était censé organiser des combats pour le compte d'ESPN+, un peu comme le fait présentement Frank Warren en Angleterre. Mais lui, il est appuyé par une chaîne là-bas, BT Sports aussi. Qui a les reins très solides, BT Sports. C'est eux qui ont Box Nation. Donc c'est ce qui est compliqué, c'est qu'il faut cette locomotive, il faut, comme tu viens d'en parler... Et le marché intérieur en Angleterre est tellement fort... Il n'y a pas de comparable au Québec pour le moment. Oui, et il faut cette locomotive, comme on disait. Là, ça a été Stevenson. Peut-être que Christian Mbili aurait pu être cette locomotive. Malheureusement, il s'en va. Peut-être aussi que Yvon Michel a expliqué ses plans, qu'il était peut-être plus si motivé ou qu'il ne voyait pas d'avenir à long terme. Donc, qu'il a expliqué à Christian Mbili que c'était peut-être une meilleure chose qu'il s'en aille. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est un coup dur pour la boxe au Québec parce que Yvon Michel, c'est celui qui porte la promotion des boxeurs locaux depuis des années et des années. Ça fait mal de voir Jim dans une situation aussi délicate. Et si Jim disparaît, c'est un morceau de l'histoire de la boxe au Québec qui s'en va parce que tous les boxeurs qui sont passés par cette compagnie de promotion, si on fait la liste, ça devient impressionnant. Ça fait un petit peu mal au cœur de voir que ça pourrait être la fin de Jim. Est-ce que ça laissera plus de place à Eye of the Tiger Management? Peut-être, mais... Est-ce souhaitable d'avoir un seul groupe de promotion fort dans un marché comme celui du Québec? Je pense pas que ce soit une Et d'ailleurs, bonne on a chose. résolument dit où nos baies y allaient. Oui, on va recruter quelques talents québécois ponctuels qui émergent. Là, la boxe amateur n'est pas nécessairement à son plus fort au Canada, même au niveau international. C'est en reconstruction complète là, avec les déboires qu'ont connus l'AIBA notamment, avec la corruption. Son président qui était recherché par Interpol, c'était quelque chose. Mais on a mis nos baies du côté de boxeurs kazakhs et d'origine russe. On dit que c'est lucratif, il y a un marché pour vendre les événements en Europe de l'Est, mais reste que
où les boxeurs locaux vont se battre. Là, il y a New Era qui organise des galas sous la licence d'Yvon Michel, mais Donc, est-ce qu'ils vont garder cette licence-là? Est-ce que ça sera encore valable? Je ne sais pas. Probablement à court terme, sauf que la finale du premier événement, oui, c'est une affiche intéressante entre Lafrenière et Cotroni, un bon combat local comme dans le temps, sauf qu'on n'attirera pas 20 000 personnes. Ouais. Comme on pouvait voir, le forum, la capacité était moindre, mais on n'aura pas 16 000 personnes comme dans le temps au forum. Donc, ça va être difficile là, de financer un talent monté à partir de zéro jusqu'à ce qu'il devienne éventuellement champion du monde. Qui sort des amateurs et qui se construit une carrière pro un peu comme l'ont fait par exemple Jean-Pascal ou peu importe. David Lemieux n'a pas fait une carrière amateur, mais pas fait une longue carrière en tout cas, mais des jeunes comme ça qui commencent leur carrière, ça va être très très dur d'avoir les reins assez solides financièrement pour les monter jusqu'à ce qu'ils arrivent à un combat de championnat du monde ou en tout cas à un combat qui rapporte de l'argent tant aux boxeurs qu'aux promoteurs. Ça va être très compliqué même pour Eye of the Tiger. Puis j'ai l'impression que quand tu as deux entreprises qui sont plus ou moins du même poids comme ça, c'est une concurrence qui est saine. Dans n'importe quel domaine, les monopoles, c'est rarement le consommateur qui en bénéficie. Là. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est Eye of the Tiger et tout seul. Peut-être ça va leur laisser plus de place, plus de latitude pour organiser des galas à la date qu'ils veulent, au lieu qu'ils préfèrent, mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose, surtout pour les boxeurs eux-mêmes, parce qu'ils auront moins d'opportunités. Et parce qu'il y aura juste un gala au lieu d'en avoir deux, bien évidemment. Donc forcément, il y a moins de place. Les places seront plus chères. Et écoute, c'est bien dommage que... Et on nous disait qu'il manquait d'événements, manquait de cartes pour faire boxer surtout les athlètes du Québec. Donc là, Eye of the Tiger ne pourra pas remplir tout cet espace-là pour tous les boxeurs d'ici. Donc il y en a qui vont rester sur la paille. Oui, puis on sait qu'il y a eu... disons, des petits conflits récents entre quelques personnalités. Donc, ça veut pas, ça laisse des traces. Et on sait que Camille Stéphane a la mémoire longue. Donc, c'est pas une situation idéale. Même si certaines personnes, au fil du temps, on semblait se réjouir des déboires d'Yvon Michel, reste que fondamentalement, qu'un promoteur comme ça décide de tirer la blog en bon français, c'est malheureux pour l'industrie locale. Et ça veut dire aussi que la situation peut être délicate pour l'autre promoteur, parce que si Jim, c'est pas encore fait, mais s'ils mettent la clé sous la porte, s'ils décident d'arrêter les opérations, ça veut dire que du côté d'Eye of the Tiger, il faut qu'on gère très très bien nos affaires pour pas que la même chose nous arrive dans quelques années. Là, on parlait cette semaine d'une défense de titre pour Marie-Ève Dicker au mois de novembre à Québec. On nous avait dit il y a quelques mois, la série de galas au casino ne serait pas de retour avant le mois de février, mais là, on fonctionne vraiment à effectif réduit chez Groupe Yvon Michel. Il reste 3 personnes là, dans les bureaux. Le directeur des communications, Vincent Morin, a quitté l'entreprise. Bernard Barré, on sait, la campagne fédérale en vue de l'élection générale au mois d'octobre a été lancée aujourd'hui, mercredi. Bernard Barré, candidat dans la circonscription de Saint-Hyacinthe. Donc, il est déjà en plus conseiller municipal dans cette ville. Donc, on commence à placer les billes. Ce ne serait probablement pas lancé une autre fois en politique comme ça à un haut niveau s'il y avait des projets d'avenir, disons, intéressants chez Groupe Yvon Michel. Oui, effectivement. Alors voilà, c'est les dernières nouvelles au sujet de Groupe Yvon Michel. On aura probablement il était en voyage à l'extérieur, probablement son téléphone doit déborder de textos pour savoir ce qui se passe. On va évidemment tenter de lui parler au cours des prochaines heures ou des prochains jours pour avoir un portrait de la situation. Je me souviens, après le dernier combat de Marie-Ève Dicker, j'avais écrit un article sur rds.ca demandant un peu quel avenir pour Groupe Yvon Michel. Nous assurait que son entreprise ne s'était jamais aussi bien portée financièrement, que l'avenir s'annonçait radieux. Bon, c'était sa déclaration, mais quand on regarde le portrait de manière détachée, c'est difficile d'afficher le même optimisme quand on voit surtout un boxeur de premier plan comme Christian Billy, qu'on décide
disons, De laisser partir. de le laisser partir. Et même chose pour Shaquille Finn, qui, bon, on s'entend, deviendra peut-être pas champion du monde, sauf que c'est quelqu'un qui vendait avait un énormément de following, billets, c'est ça. qui avait déjà exprimé ses doléances par rapport au fait de juste simplement se battre au cabaret du Casino de Montréal, trouvait que c'était difficilement accessible pour ses partisans, donc souhaitait là, de se battre à la Place Belle et tout. Est-ce qu'on peut dire un événement particulier qui a causé, disons, les déboires? Mon humble opinion sur la question, peut-être la défaite, malheureusement, d'Adonis Stevenson. On s'est retrouvé, c'est un événement là, qui est vraiment malheureux, mais là, on a senti la coupure. Et bon, si Eleider Alvarez avait emporté son deuxième combat contre Sergei Kovalev, bon, on aurait peut-être été en mesure de prendre le relais, mais Alvarez, je pense pas qu'on fondait nécessairement les plus grands espoirs contre lui. Même la victoire contre Brian Jennings, certaines personnes à qui j'ai parlé soulevaient que d'Oscar Rivas, c'est arrivé comme un peu comme une belle surprise. Et là, ça permet de continuer, mais quand on surfe sur surprise en surprise, ben, un jour ou l'autre, la triste réalité finit par nous rattraper et c'est ce qui est arrivé. C'est malheureux parce que on a formé beaucoup de champions du monde. Je pense à Joachim Alcine, Jean Pascal, David Lemieux, Arthur Beterbiev, un autre gros morceau qui est parti, là, dispute un combat qui est extrêmement lucratif. Donc, des choix qui ont été faits. On a décidé de s'associer à Top Rank ESPN. Peut-être, est-ce qu'on aurait dû le faire avec Eddie Hearn et DAZN? Bon, c'est des questions qui vont rester sans réponse. On n'est pas au cœur des négociations. On ne sait pas les promesses qui ont été faites. Parce que jusqu'à maintenant, Eddie Hearn a lui-même avoué que son implantation sur le marché américain avait été pas mal plus difficile que prévu. Et c'est un scénario que j'ai souvent évoqué par le passé, mais c'est un peu ce qu'on a vu avec la lutte professionnelle. Quand il y a une compagnie ou un joueur qui est venu s'établir, la WWE en l'occurrence, on est venu siphonner les meilleurs talents locaux et disons, la florissante industrie québécoise a fini par mourir. Là, on a 3 joueurs et on n'a plus accès direct au réseau de télévision. Si on veut parler à ESPN, il faut absolument passer par Bob Arum. Si on veut parler à DAZN, il faut le faire avec Eddie Hearn. Et si on veut être à la grande famille PBC, il faut le faire avec Al Heyman. Malheureusement, là, il n'y en a aucun des 3. C'est un des scénarios qui avait été évoqué quand on a vu ces 3 grands joueurs émerger, dit ça va être difficile pour les plus petits promoteurs. On pense à des promoteurs comme Jody Guardia dans la région de New York qui finit par survivre et tout, sauf qu'on se ramasse résolument toujours du côté B de l'équation. Oui, il y a toujours un Joe Smith qui va arriver une fois de temps en temps, mais généralement, on est toujours du côté des perdants. Oui, c'est un petit peu le système des supermarchés par rapport aux petits commerces de proximité. Ça phagocyte tout ce qui est autour avec ces 3 grands joueurs. Mais écoute, c'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, une question de cycle, de champions qui arrivent, qui se développent et qui finit par tirer tout le monde vers le haut. On a vu ça avec les Boutet, les Pascal, etc. Peut-être que là, on est dans le creux de la vague, que ça va. Résolument, on est le creux de la vague. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé avec Marie-Ève Dicker. Tu es représenté par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu artistique et s'est retrouvé sur bon nombre d'émissions de télévision qui rejoignaient un très large public. Mais c'est fragmenté. L'industrie est en grande révolution. Et c'est pas pour rien que Jean Bédard avait décidé il y a quelques années de se départir d'Interbox pour vendre à Eye of the Tiger. Vous voyez, on n'a plus de contrôle sur les produits. Nous, on connaît nos dates. On sait qu'à tel moment de l'année, des fois pendant l'été au Québec, c'est moins idéal. Là, autour des vacances de la construction, on est moins en mesure de rejoindre les amateurs qui ont d'autres occupations. On avait une expertise qui avait été construite au fil des années. On savait quelles dates étaient les bonnes, surtout combien de semaines on a besoin pour faire une excellente promotion. On se rappelle ce combat entre Jean Pascal et Lucien Boutet. Bon, il y avait eu un report, mais il y avait tout un calendrier précis pour bien, avec des entraînements publics, des apparitions à la télévision. Tout ça, c'était pas le fruit du hasard et ça avait été une sale comble. Et bon, j'ai l'impression qu'on va pas revivre cette époque-là. Malheureusement, qui nous a fait vivre de grands moments, mais bon. Écoute, il ne faut pas perdre espoir. Peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, c'est mal en point. Et, écoute, on est obligé de faire avec. On a souvent dit qu'il fallait des fois jamais compter Jean-Pascal pour battu. On peut dire la même chose, jamais compter Yvon Michel pour battu, qui a toujours su revenir, mais là, je le rappelle, les dernières informations qu'on a, c'est qu'il aurait décidé que probablement il va tirer sa révérence comme promoteur. Un scénario qui circulait dans les
dans le milieu de la boxe depuis quelques mois déjà, je le répète. Cela dit, si c'est moins glorieux sur la scène québécoise, il peut quand même passer des choses sur la scène internationale au cours de la fin de semaine. On surveillait notamment Jorge Linares. Pour lui, c'était un retour au Japon où il avait commencé sa carrière à l'âge de quoi, 17 ans? 17 ans, ouais. Et il était allé au Japon parce qu'il ne pouvait pas se battre au Venezuela avant d'avoir sa majorité à 18 ans. Donc il a dit, moi je vais aller au Japon. Il parle très bien japonais d'ailleurs. Et donc il a un entraîneur, je ne sais pas si c'est un entraîneur, en tout cas il a deux hommes dans son coin qui sont des japonais. Et puis il est particulièrement connu et apprécié là-bas. Donc c'était un peu un retour à la maison, sa deuxième maison pour lui. Et là, il affrontait un boxeur philippin. Ouais. Al Toyogon, dont il a disposé assez facilement. Faut dire que le Philippin a une fiche de 10 victoires, 4 défaites. Par rapport à un gars qui a été champion du monde dans 3 catégories différentes, c'était pas tout à fait le même calibre de boxeur, on s'y attendait. Linares a dominé, il était juste plus talentueux, plus rapide, plus précis, etc. Il s'est quand même fait atteindre quelques fois et j'ai pas trop aimé la réaction qu'il a eue, notamment en début de combat, je pensais au 2-3e round, un crochet au menton où il a titubé vers le coin. On a vu que même des coups comme ça, ça pouvait l'affecter. J'ai trouvé que sa résistance au coup était quand même assez inquiétante. Ça n'a jamais été son point fort, bien au contraire, c'est son talon d'Achille. Il a été mis plusieurs fois KO très tôt dans les combats, premier, deuxième round. Ça avait été le cas son dernier combat quand il était monté à 147 livres contre Kano, où il s'était fait passer le KO au premier round, 3 chutes au tapis. J'ai l'impression que son corps est plus capable de prendre les coups. Là, il a titubé, il est revenu, il a gagné le round quand même, mais on sent que le moindre coup peut l'affecter. Et ça, pour la suite de sa carrière, ça m'inquiète un peu parce qu'il en a quand même pris sa carrière. Elle a commencé il y a très longtemps. Là. Elle a commencé, on l'a dit, à 17 ans. Et là, il est rendu à 34 ans, si je ne me trompe pas. Il commence à avoir du millage. Et lui veut une revanche contre Lomachenko. Il avait perdu contre le numéro 1 livre pour livre. Ça avait été un combat assez chaudement disputé. Il avait envoyé Lomachenko au tapis, un beau direct du droit. Mais il avait fini par perdre le combat. Il veut une revanche, ça serait pas une mauvaise idée, je trouve, parce qu'il avait offert une très belle opposition à Lomachenko. Par contre, est-ce qu'il sera capable là il est à 140, est-ce qu'il sera capable de redescendre à 135 ? Ça, j'en suis pas très sûr parce que on voit avec sa carrure, hein, il est maigre, mais il a des épaules larges, il est assez costaud. Pour les 140, pardon, alors 135, je ne suis pas sûr qu'il puisse redescendre et je ne pense pas que Lomachenko monte aussi haut. Donc les plans d'avenir pour Linares, c'est un petit peu flou, mais au moins ce combat-là, c'était un retour à la maison, histoire de se refaire une confiance après le désastre à 147 livres. Ouais. On surveillait également la carte de Golden Boy sur Facebook Watch. Azat Ogainizian contre Franklin Manzanilla. Ouais, on vous avait dit la semaine dernière que Ovanisian n'était jamais dans des combats soporifiques. Si vous n'avez pas vu ce combat-là, ça vaut le coup d'aller le voir. C'est 4 rounds endiablés. Manzanilla, c'est un bon petit boxeur, un bon puncher, mais il n'a jamais réussi à trouver sa distance, à trouver son rythme. Il a réussi à contenir un petit peu le raz-de-marée Ovanisian pendant les 2 premiers rounds, mais après ça, il s'est fait emporter par la vague. Ovanisian, c'est un gars ultra agressif. Il lance énormément de coups, il met une pression constante et c'est pas une pression brute. Il y a de la finesse dans sa pression parce on sait qu'il est entraîné par Freddie Roach. Et comme beaucoup de boxeurs de Freddie Roach, il a un bon jeu de pied, il se donne des angles d'attaque. Donc c'est pas une agression sauvage entre guillemets, c'est un peu plus scientifique, même si c'est très 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 intense de la part de Ovanisian. Il demande une revanche contre Ray Vargas qu'il avait battu. Et il dit si c'est pas Ray Vargas, et ben pourquoi pas Navarrete. Les 2 combats me conviennent très bien. Contre Navarrete, ça serait toute une guerre parce que c'est 2 gars qui veulent échanger. Ça, ce serait un combat qui pourrait être dans les nominés pour le combat de l'année s'il arrive entre Ovanisian et Navarrete. Il faut d'abord que Navarrete remporte son combat ce week-end. Et un petit mot sur Miguel Roman aussi. Oui, c'était Miguel Roman contre Thomas Rojas, donc un duel de vétérans mexicains. Et bon, même si c'est pas le combat de l'année ou si c'est pas le combat le plus important, parce que c'est 2 gars
qui sont quand même bien avancés dans leur carrière. Horace est rendu à 38 ans. C'est un combat de vétérans qui connaissent très bien leur métier et ça a été un beau combat, un combat très intense. Roman, comme d'habitude, a mis énormément de pression. Le début de combat a été assez équilibré et ensuite Roman a pris le dessus, notamment avec un excellent travail au corps. Il n'a pas arrêté de travailler au corps depuis le début du combat et ça a fini par porter ses fruits. Ça a épuisé Horace qui, à la fin, c'est vraiment Roman qui dominait, qui a emporté ce combat-là. Il faut bidouiller un petit peu sur Internet si vous voulez le trouver, mais ça vaut le coup. C'est un combat qui est plaisant à voir. Adrien, on célèbre le jour de l'indépendance mexicaine cette fin de semaine. Ben, traditionnellement, c'est une date avec la présentation de combats de boxe qui sont très, très intéressants. On attendait Canelo Alvarez à l'origine. Bon, on n'a jamais été en mesure de trouver de partenaire pour danser. Il semblerait que Kovalev, on disait la semaine dernière qu'il y avait peu de détails sur les négociations, que ça regardait bien. Mike Coppinger, au cours de la fin de semaine, a dit que c'était fait. Éric Gomez, qui est à la tête de Golden Boy, a traité ça de fake news. Et là, on voit aujourd'hui Chris Mannix dit il y avait beaucoup de parties impliquées parce que Top Rank a notamment des droits sur Sergei Kovalev, mais là que tout le monde semble avoir trouvé un terrain d'entente et qu'une annonce devrait être imminente. Donc, c'est ce qu'on se doutait aussi. Ça sent très bon pour ce combat-là. Mais là, Canelo a laissé sa place pour ce week-end. Donc un jeune boxeur mexicain du nom de Jamie Munguia, âgé de 22 ans seulement, et ce sera déjà sa 5e, mais dernière défense du titre des super mi-moyens de la WBO. C'est un 3e combat pour lui cette année. Il a battu Takeshi Inoue et Dennis Hogan par décision majoritaire. Je me souviens que tu avais émis des réserves assez sérieuses. Il avait eu beaucoup de mal contre Hogan et contre le style de Hogan. Et là, changement du côté de Jamie Munguia, parce qu'on a déjà annoncé qu'on veut passer chez les poids moyens. Explique que drainait beaucoup d'énergie à respecter la limite de 154 livres. Et que là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. De toute façon, il y a des clients très, très intéressants à 160 livres. Ouais, ça se voit physiquement que dans le ring, il était toujours plus gros que l'adversaire. Ça se voyait qu'il était très gros pour les 154. Quand tu es jeune comme ça, début vingtaine, tu peux faire les efforts, tu peux faire le poids. Mais avec l'âge, avec les années qui s'accumulent, tu butes. C'est impossible. Et là, déjà à 22 ans, il doit monter de catégorie. Mais c'est pas surprenant. Quand on le voyait en tout début, il y a 1 an ou 2, on savait qu'il allait finalement monter de catégorie dans pas très longtemps. Alors, des fois, on parle d'occasion manquée ou saisie. Dans son cas, Saddam Ali cherchait un partenaire pour danser. Et là, on amène ce jeune boxeur, Munguia, qui avait été refusé pour un combat contre Golovkin. Contre Golovkin, jugeant qu'il était trop vert. Là, a profité de cette occasion, il est devenu champion du monde. Là, affronte Patrick Aloté. Mais ce qui est intéressant dans le cas de ce combat, c'est que Munguia s'est offert les services d'un nouvel entraîneur. Et c'est un nom qui n'est pas nécessairement connu comme entraîneur, mais comme boxeur. Ouh là là! Éric Morales. Donc, et lui a dit, est revenu sur le combat contre Dennis Hogan, a dit, Munguia, oui, a été vulnérable en défense. On a vu certaines faiblesses, mais moi, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler d'un boxeur qui a un fort potentiel, qui est puissant, qui a une force de frappe assez incroyable. Des petits ajustements, mais vous allez voir une très, très grande différence dans le ring samedi soir. Oui, il a parlé surtout d'attaque. Morales, on s'en souvient de son style à lui aussi. Et c'est vrai, de ce côté-là, il a raison. Je pense que quand tu as un boxeur comme Munguia, qui a un style très particulier, il ne faut pas essayer d'en faire un boxeur de finesse. Ça va être toute sa carrière un bagarreur, un gars qui va foncer tout droit, qui va essayer de démolir l'adversaire pièce par pièce. Et il ne faut pas essayer de changer sa nature. Il faut au contraire travailler ses points forts, mettre l'accent sur ses points forts, essayer bien sûr d'améliorer ses points faibles, d'améliorer surtout sa défense dans le cas de Munguia. Mais il ne faut pas changer son style, il ne faut pas changer sa nature parce que c'est ça qui a fait son succès. Et c'est comme ça qu'il se sent le mieux dans le ring, c'est ce qui est naturel pour lui. Donc Morales a compris qu'il ne fallait pas changer ça. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire comme entraîneur. Ça a été un boxeur incroyable. Écoute, on va lui laisser sa chance comme entraîneur, mais il a personne d'autre de Non, c'est vraiment de le calibre, premier client de premier plan qui l'entraîne depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Et on voit sa carrière de boxeur qui a terminé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, il y a peut-être 4 ans je pense. Ça c'était après Garcia.
Mais par contre, il a bien changé physiquement depuis. On voit qu'il a plus besoin de faire le poids, de monter sur la balance. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ce combat-là, eh ben, Patrick Aloté, c'est peut-être pas l'adversaire le plus connu. C'est un Ghanéen. Ouais, puis on se cachera pas, quand il sort du Ghana, il perd. À part C'est un ça. combat comme il était comme adversaire en Suède qui avait causé une Ouais. surprise en 2013, je crois. Là, il a affronté Patrick Teixeira ou encore Kanat Islam et il s'est incliné chaque fois. Ouais, Là. c'est ça. Il est sorti 4 fois du Ghana. Il a perdu 3 fois, 2 par KO. À part ça, il a quand même une fiche qui est respectable. 40 victoires, dont 30 par KO. Les 3 défaites dont on vient de parler. Mais c'est ça, c'est des combats locaux au Ghana. Et c'est un gars qui a quand même une bonne force de frappe, mais qui a un style qui convient très bien à Munguia. On a parlé de Denis Hogan tout à l'heure, qui était, lui, au contraire, un boxeur qui se déplace bien, qui a une bonne défense, qui esquive très bien, qui remise, donc qui jouait un peu au matador avec Munguia. Aloté, ça va pas être ça. Aloté, ça va être, il va pas essayer d'éviter les échanges coup pour coup. Et ça va être bien évidemment en faveur de Munguia. Donc c'est quand même un adversaire qui est fait pour briller, pour faire briller le Mexicain. C'est normal, c'est le week-end de l'indépendance mexicaine. On sait que les boxeurs mexicains vont être mis de l'avant. On va pas leur mettre les plus gros problèmes dans les pattes. On va leur mettre des gars qui vont leur permettre de démontrer tout leur talent et qui correspondent à leur style de boxe, comme là à l'OT Ouais, surtout qu'on Munguia. sait qu'on a des plans d'avenir extrêmement Oui, intéressants pour Munguia. Là, en moyenne, elle a été négligée à 15 contre 1, donc ça en dit quand même long ouais. sur les chances que les preneurs au livre lui accordent. Ouais, parce qu'on voit pour Munguia des combats ensuite chez les poids moyens à 160 livres et on connaît le bassin de boxeurs de très très haut niveau qu'il y a. Bien sûr, on pense tout de suite à Canelo, à moins qu'il décide de rester à 168 ou à 175. Golovkin est là, Andrade est là, Jacobs est là, David Lemieux est là, à moins qu'il... Non, pardon, je dis n'importe quoi, il est à 168, il est monté Bon, je depuis. ne sais plus. Là. On n'a Ouais. pas de nouvelles, donc... Mais il y a quand même des très gros noms à 160, donc pour Munguia, c'est très intéressant. On ne va pas prendre le risque de perdre tout ça en lui mettant un genre de Denis Hogan dans les pattes. Là, si je reviens à Morales, Oscar de la Hoya, pardon, le promoteur, lui, est extrêmement satisfait de ce qu'il a vu jusqu'à maintenant. Il trouve que Munguia prépare mieux ses coups de poing, que c'est mieux lancé. En même temps, il a seulement 22 ans, donc c'est normal qu'il affiche de la maturité combat après combat, beaucoup de choses à apprendre. Il a été jeté dans la gueule du loup très très jeune, donc c'est normal là, qu'on voit des petites erreurs ici et là. Et une amélioration aussi. Et il y a beaucoup de temps devant lui pour les corriger, surtout s'il est bien protégé. Et c'est vrai il avait cette tendance-là, il a des problèmes défensifs, mais offensivement, contre un gars comme Hogan qui a une bonne défense, qui esquive bien les coups, il avait tendance à lancer des coups très très larges, sans préparation. C'est vrai que là, s'il utilise un peu plus son jab, des feintes, ça va lui permettre d'atteindre la cible plus souvent. Également, un autre bel espoir de Golden Boy, Ryan Garcia, qui va être sur cette carte. On sait que c'est fait aller le marche-patate au cours des dernières semaines. Disait qu'il voulait être la tête d'affiche, que c'est lui qui vend les billets. Finalement, rentré dans le rang, va se battre en demi-finale contre Avery Sparrow. Sparrow, il a vaincu Hank Lundy, un nom qu'on connaît parce qu'il s'est battu contre Terence Crawford, si ma mémoire est bonne, en championnat du monde. Il a battu quand même par décision majoritaire. Garcia dit qu'il y a 3 noms qui avaient été présentés. Il a choisi Sparrow parce qu'il considère que c'est l'adversaire qui est le plus difficile, celui qui avait le plus de talent, qui veut prouver sa valeur. Donc, ça va être une occasion de se prêter au jeu des comparaisons, faire des règles de 3. Oui, sauf que Henry Lundy est un petit peu au bout du rouleau, on va le dire comme ça pour être gentil. Et donc, la victoire de Sparrow, je ne veux rien lui enlever, mais ce n'était pas contre le Lundy des beaux jours. Ce qui est bizarre, c'est que Sparrow est moins expérimenté que Ryan Garcia. Il a 10 victoires, 1 défaite, alors que Garcia est à une quinzaine de combats. Quoi qu'en même temps, je pense que Sparrow, sa défaite, c'est par disqualification. Là. Oui, c'est une défaite, mais c'est pas vraiment une défaite. Là. Ouais. Et ça reste un boxeur, un boxeur qui a quand même une bonne technique. C'est un gars qui va essayer de rester à l'extérieur plutôt. Il n'a pas beaucoup de puissance, seulement 3 KO dans ses 10 victoires. Mais bon, si Ryan Garcia voulait faire une finale, c'est pas avec un adversaire comme Avery Sparrow qui va prendre le dessus sur Munguia. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte qu'il est revenu dans le rang. Bon, peut-être aussi qu'il y a eu
un petit zéro de plus à la fin de son chèque, ça on ne le sait pas. Mais ce combat-là, je pense qu'il va le remporter relativement facilement quand même. Il est plus talentueux. Mais dans le cas de Ryan Garcia, je ne suis pas encore complètement vendu. C'est un bel espoir, mais je ne suis pas sûr qu'il aille aussi loin que ce que Golden Boy veut nous faire croire. Il va avoir une bonne carrière, mais j'attends de voir ses prochains combats, surtout quand le niveau de position va augmenter. J'ai quelques réserves quand même dans son cas, mais ce combat-là, il devrait le remporter sans trop de problèmes. D'ailleurs, il n'a pas été ciblé par. C'est beaucoup Golden Boy qui nous le vend, mais si on regarde les experts indépendants, c'est pas un nom qui revient de manière automatique. Par exemple, comme un Shakur Stevenson ou encore un Vergil Ortiz ou un David Haney dont on va parler un peu plus tard. Donc, il y a encore le fardeau de la preuve. Il y a le fardeau de la preuve dans le ring parce que pour l'instant, son plus gros, son following, ses fans, c'est plus des fans des médias sociaux qui aiment sa personnalité, etc. C'est pas forcément des fans de boxe qui ont été particulièrement impressionnés par ses performances. Ça peut faire de lui une grande vedette s'il réussit à avoir les accomplissements dans le ring. Il a tout ce qu'il y a à l'extérieur du ring. Maintenant, il faut qu'il fasse le boulot dans le ring. Et ça, comme je dis, j'ai encore quelques réserves là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres combats que tu vas suivre avec attention sur cet événement? Sur cette carte-là, non, parce qu'il y en a quand même pas mal sur les autres cartes. C'est présenté samedi soir à compter de 19h sur la plateforme de diffusion en continu DAZN. C'est un samedi, on le rappelle, très chargé. Contre-programmation du côté de Top Rank avec Tyson Fury contre Otto Wallin. C'est présenté en direct sur les ondes de RDS2 à compter de 23h. Samedi, je ne sais pas si tu es comme moi, Adrien, mais moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Ouais. Bon, on s'est entendu, ça va avoir lieu à un moment donné l'an prochain. Bon, en attendant, il a fallu se contenter de Tom Schwartz et maintenant de Otto Wallin. Encore une fois, Fury est largement favori pour l'emporter. Est-ce qu'il y a des similitudes à faire entre Schwartz et Wallin? Ben, les deux sont invaincus. Mais en même temps, on se souvient... Les deux sont inconnus aussi. Inconnus. Et Fury avait joué pas mal avec l'Allemand. Hein? C'était amusé au premier round. On se souvient son entrée à la Apollo Creed dans Rocky IV. Bon, avait littéralement joué avec lui avant de l'emporter par arrêt de l'arbitre au deuxième round. C'est un bon boxeur, hein, Tyson Fury, parce que si on enlève, si on écrème là, le personnage fantasque, ça reste un boxeur qui est solide à plusieurs niveaux, notamment une défense. On l'avait vu contre Vladimir Klitschko il y a quelques années. C'est une ballerine de 6 pieds 9. C'est un très, très bon boxeur. Wallin, il sort pas de n'importe où. Il y a une famille de boxeurs. D'ailleurs, son père a été boxeur amateur et entraîneur. Il a interdit de la boxe avant l'âge de 15 ans. Et là, maintenant, il a 28. Donc, mais on regarde, son dernier combat, c'était son premier aux États-Unis. Ça s'est terminé au premier round par un non-lieu à cause d'un coup de tête accidentel. Devait affronter BJ Flores en juillet. Ça ne s'est pas concrétisé parce que Flores n'a pas reçu son permis de boxer. Donc, Wallin, ce n'est pas un espoir de premier plan de la boxe professionnelle. Donc, qu'est-ce que tu fais quand le téléphone sonne, que tu t'es pas battu depuis un certain temps, puis on dit « Hey, veux-tu affronter Tyson Fury? » Oui, monsieur. Ben oui, monsieur. Donc, tu apposes ta signature en bas du contrat et voilà. Mais cela dit, il y a des similitudes avec Tom Schwartz et une autre similitude, c'est que le résultat va être exactement le même. Ça va se terminer, à mon avis, relativement rapidement et Fury va s'amuser. Mais c'est dur d'en vouloir au roi des Gitans parce que, bien évidemment, il attend ce combat contre Wilder comme nous et ça serait complètement fou de prendre un combat compliqué, risqué pour lui et de perdre non seulement le combat contre Wilder, mais surtout le chèque qui vient avec, parce que c'est un combat qui va être très très payant pour les deux boxeurs. On ne peut pas lui en vouloir, il attend ce combat-là, c'est pas de sa faute, c'est parce que Wilder a décidé de faire le combat contre Ortiz avant, donc il est obligé, Fury de son côté, de... On ne peut pas rester inactif à attendre. Il faut qu'il continue à monter dans le ring, donc là, écoute, il monte dans le ring contre des gars qui ne sont pas de son calibre, il s'amuse, il épate la galerie, il remplit l'espace médiatique, surtout aux États-Unis où il est en train de prendre beaucoup de place, alors qu'avant il était plus en Grande-Bretagne. Et là, il se bat encore une fois à Vegas, qui est une ville taillée sur mesure pour son personnage. Exactement. Donc,
faut pas le prendre comme un combat et comme un combat de haut niveau et dire ok, c'est pas équilibré, on comprend pas pourquoi il fait ça. C'est un spectacle. À ce moment-là, c'est vraiment un spectacle. Et ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que on a ce combat-là qui est inégal. Il y en a un autre après, on va en parler. Mais il y a d'autres combats où j'aime beaucoup le matchmaking. Pour équilibrer un petit peu cette carte-là, avoir des combats beaucoup plus compétitifs avant cette finale. Peut-être en terminant, avant de passer à ces combats-là, Wallin est entraîné par Joey Gamache, qu'on a connu pour un triste combat contre Arturo Gatti. On se souvient, il y avait eu des irrégularités à la pesée. Gamache qui avait été dans le coma pendant plusieurs semaines après ce combat-là. Et comme si Otto Wallin nous écoutait, il disait « Je ne suis pas Tom Schwarz, je suis meilleur, je viens ici pour gagner, je viens pas ici pour encaisser un chèque de paye, c'est la chance d'une vie. » Gamache est un peu plus réservé dans ses commentaires, il dit qu'il est impressionné par son protégé, mais son lit entre les lignes, on comprend que... qu'il le voit mal gagner. Et voilà. Mais Otto Wallin, c'est un gars qui est quand même grand, il mesure 6 pieds 5, mais le gros problème, c'est qu'il a 7 pouces de moins au niveau de la portée. Et ça, c'est ce que Fury utilise très 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 bien, la portée, la gestion de la distance. Ça va être très compliqué pour Wallin de s'approcher. En demi-finale, Emmanuel Navarrete, une autre défense de son titre des super coqs de la WBO, s'est battu il n'y a vraiment pas longtemps, avait réglé ça le temps des roses, affronte un autre aspirant qui est classé loin, je pense qu'il est 13 ou 14e, j'ai pu regarder, du nom de Juan Miguel Elordi. Ça devrait encore logiquement être une balade dans le parc là, pour le champion. Oui, et là encore, on ne peut pas trop lui en vouloir à Navarrete. Il s'est battu il y a un mois. Quand il a terminé ce combat-là, on lui a dit « Ok, remballe tes affaires, tu es en sous-carte de Tyson Fury dans un mois. » Donc, c'est normal. Avec un délai aussi court entre ces deux combats, tu ne peux pas décrocher un adversaire de très haut niveau. Il aura juste un mois pour se préparer. C'est bon. Il n'y a pas un boxeur moindrement sérieux qui est bien entouré par une équipe qui aurait accepté d'affronter un adversaire de la trempe de Navarrete aussi peu de temps d'avis, à moins d'avoir des problèmes financiers épouvantables. Ou alors d'être déjà en train de se préparer pour un autre combat et d'être déjà en camp d'entraînement depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, Elordi, il va faire ce qu'il peut, mais là aussi c'est un combat qui n'est pas particulièrement équilibré. C'est un Philippin qui a quand même une belle fiche, 28 victoires, 1 défaite. Sa seule défaite, c'était quand il est venu, la seule fois où il s'est battu en dehors de l'Asie. Il était venu aux États-Unis, c'était en 2011, il avait perdu un combat de 4 rounds et c'était une carte où s'était battu également Michael Zouski. Alors voilà, ça apporte rien à Elordi, mais il était sur ce gars-là et c'est sa seule défaite en carrière. Ça reste que c'est un boxeur de niveau continental. Il se bat en Asie pour des titres mineurs, des titres continentaux. Donc c'est pas un mauvais boxeur, mais par rapport à un champion du monde comme Navarrete, il y a quand même un écart. C'est un gros step-up pour lui, ça va être compliqué parce que même s'il est un petit peu plus grand que Navarrete, ce qui est très rare, il mesure 5 pieds 8 contre 5 pieds 7 pour Navarrete. C'est pas possible d'avoir sa portée, c'est pas disponible les données, mais à vue d'œil, Navarrete a quand même des plus longs bras, mais surtout beaucoup plus d'expérience du haut niveau. Et je pense que Elordi, c'est un gars qui est vif sur ses pieds, mais qui se déplace pas énormément. Il est très vif pour faire des petits ajustements et il veut boxer à distance, à sa distance. Mais Navarrete, lui, sa distance, c'est collé. Et quand tu essayes de t'en aller, avec ses grands bras, il est capable de te frapper à la sortie. Donc je pense que ça va être très compliqué pour Elordi. Je vois une victoire assez rapide de Navarrete qui est... pour arrêter Navarrete, pour lui prendre son titre, il va falloir un gars... il va falloir un très très bon boxeur et c'est pas Elordi à mon avis qui va être cet homme-là. Tu as mentionné les combats intéressants qui sont présentés en sous-carte. Je regarde une affiche chez les poids mi-lourds. Division de poids qui nous intéresse tout naturellement. Des noms quand même qui nous disent quelque chose. Félix Valera qui affronte Vyacheslav Chabrinski. Et ça, c'est un des match-ups que j'aime bien au niveau du matchmaking parce que c'est deux gars qui sont rendus plus ou moins au même point dans leur carrière, qui sont
pas des top dogs en très mauvais français, en anglais. C'est des gars qui sont juste un niveau en dessous, mais qui veulent s'inviter à la danse. Et donc, c'est une très bonne occasion pour un des deux de réaliser cet objectif-là. Les deux ont 2 défaites en carrière. Shabransky, c'était une défaite par KO contre Kovalev. En fait, ils ont tous les deux un adversaire commun qui les a battus, c'est Sullivan Barrera. Et après, Shabransky avait une défaite contre Kovalev. Valera, c'est contre Bivol, donc contre deux champions du monde actuels. Le problème de Shabransky, c'est que ces 2 défaites, c'était par KO. Valera lui perd au point. Et c'est là la différence, à mon avis, entre les deux, c'est que physiquement, Valera est plus costaud, il frappe plus fort, il encaisse mieux les coups, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Il va être capable de faire mal à Shabransky, qui lui va essayer de rester à distance, va essayer de contenir un peu l'agressivité de Valera. Mais je pense que l'Ukrainien va avoir du mal et que Valera va l'emporter. Mais ça devrait être un bon combat entre 2 boxeurs qui sont à un niveau très proche, un niveau similaire. En terminant, parce que le temps file, il y a Osé Pedraza contre Osé Zepeda aussi que tu as ouais, ça aussi c'est l'autre match-up que j'aime bien. Et ça, à mon avis, ça va être le combat le plus intriguant de cette carte. C'est 2 boxeurs qui se ressemblent beaucoup, même taille, même portée, un style de boxe similaire. C'est des gars techniques qui aiment boxer à leur distance. Leur distance est exactement la même, ils ont la même portée, donc ça va être très intéressant de voir qui va avoir le dessus, qui va faire les petits ajustements. Je m'attends à un combat très tactique. Zepeda qui avait beaucoup dérangé José Carlos Ramirez, le champion à 140 livres. C'était une décision majoritaire qu'il avait perdue contre Ramirez. Il avait dominé le début du combat où il avait mieux boxé et ensuite physiquement Ramirez avait pris le dessus avec des coups au corps, et on connaît son style. Ramirez, c'est épuisant, mais Zepeda avait offert un très bon visage dans ce combat-là. Lui, il est gaucher, en face de lui Pedraza, il peut faire les deux. Il peut être soit droitier, soit gaucher. Il change comme il veut. Généralement, quand il fait face à un droitier, il se met lui aussi droitier, comme ça avait été le cas contre Beltran. Contre Lomachenko, il était passé gaucher. Lomachenko est gaucher lui aussi. Donc là, contre Zepeda, je pense qu'il va commencer en gaucher. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de voir quelle garde il va prendre pour commencer. Et ça va être le genre de combat où chacun fait des ajustements pour reprendre le dessus. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un combat tactique. Et à mon avis, c'est celui qui est le plus difficile à prévoir. Je rappelle, en direct sur les ondes de RDS 2 à compter de 23h samedi soir, Tyson Fury contre Otto Wallin. Ouais. Sinon, comme c'est d'habitude avec le jour d'indépendance mexicaine, des galas qui sont présentés en marge de cette journée où le noble art... Je fais juste un petit point très rapide pour dire que Carlos Cuadras, qui a été champion du monde à 115 livres, lui aussi, se bat sur cette carte-là contre José María Cardenas, un jeune de 22 ans qui n'a vraiment pas la même expérience, qui a déjà 4 défaites. Donc on se doute bien que Cuadras, qui lui avait été champion à 115 livres en battant Sorong Visay, il a fait 6 défenses de son titre avant de perdre contre Chocolatito. Il devrait avoir le dessus, mais il est un petit peu sur la pente descendante. Cuadras, 3 défaites dans ses 6 derniers combats. Après, dans ces 3 défaites, il y a Chocolatito, il y a Estrada, donc c'est pas des défaites qui font rougir, mais celle contre Mac Williams Arroyo est un petit peu plus inquiétante. Il est quand même, à mon avis, supérieur à Cardenas, mais c'est un combat entre 2 Mexicains, donc comme d'habitude, ça va être un feu d'artifice. 3 événements peut-être dignes de mention au cours de la prochaine fin de semaine. Ça commence vendredi soir, 19h, sur DAZN. Devin Haney qui affronte Zaur Abdoulayev. Ouais. Moins de 2 semaines que le combat entre Lomachenko et Campbell a été disputé pour le titre régulier, entre guillemets, des poids légers du WBC. Le titre intérimaire est déjà à l'enjeu. Ouais. Haney, je le mentionnais un peu plus tôt, considéré comme un des peut-être 5 plus beaux espoirs de la boxe professionnelle. Il affronte un autre espoir invaincu qui n'est pas le plus connu. C'est toujours battu en Russie. On parlait de Denk Lundy tantôt. Il l'a battu. Oui, et l'arbitre pour ce combat avait été le Québécois Steve Saint-Germain. Donc, Haney est favori, mais... Oui. Est-ce qu'on peut écarter un boxeur russe qui a quand même navigué dans le système amateur, qui a connu certains succès? On dirait que ça m'intrigue. Oui, ça m'intrigue aussi parce qu'on ne le connaît pas très bien, Abdoulayev, mais on connaît bien Devin Haney et c'est un espoir de premier plan. Monsieur Jab. Tout meilleur. Ouais, il est très complet.
J'aime beaucoup le voir boxer. Il est vif, il est rapide, il est très fluide dans ses mouvements. Il a de la puissance aussi, un bon jeu de pied. Il est très très complet, il a un petit peu de tout. Et il va falloir qu'Abdoulayev soit un sacré spécimen, un sacré phénomène pour pouvoir le battre, parce qu'en plus il a très peu d'expérience, que 11 combats professionnels. C'est un gros step-up là aussi de Hank Lundy à Devon Haney. C'est pas la même vitesse, c'est pas la même puissance, c'est pas la même carrure physique non plus. Je pense qu'il il va trouver ça difficile les premiers rounds, Abdoulayev. Ça veut pas dire qu'il peut pas s'adapter après, mais je pense qu'il manque un petit peu d'expérience pour faire face à un gars aussi explosif que Haney. Aussi sur cette carte, il y a le poids lourd Michael Hunter qui affronte Sergei Kuzmin, qui lui l'avait difficilement emporté à son dernier combat. C'est une autre confrontation que je trouve très très intrigante. Oui, parce que c'est deux gars qui sont un petit peu en dessous, qui veulent s'inviter dans ce bassin d'aspirants des poids lourds qui commencent à s'étoffer. Et c'est deux gars qui ont le potentiel pour aller là. Hunter, c'est un ancien lourd léger qui est monté chez les poids lourds, donc on voit que sa carrure n'est pas une carrure de poids lourd. Il n'est pas très grand, 6 pieds 2. Il pèse que 215 livres dans ses combats chez les poids lourds, c'est pas beaucoup. On sait que Deontay Wilder, c'est à peu près ça qu'il pesait, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus d'allonge. Là, il va peut-être avoir du mal niveau physique contre Kuzmin, qui lui est un lourd naturel, qui pèse 245 livres dans la majorité de ses combats, autour de 245. Donc ça va être dur physiquement pour lui. Par contre, malgré sa relative petite taille, il a des grands bras, une portée de 79 pouces, c'est 4 pouces de plus que Kuzmin. Et ça joue dans la cour de Hunter, parce que Hunter, c'est un gars qui veut rester à distance contre un gars plus physique, plus puncher comme Kuzmin. Il va essayer de rester en périphérie. Il se déplace plutôt bien, Hunter. Et je pense qu'il va être capable, qu'il a les habiletés pour contenir Kuzmin, pour empêcher le Russe d'imposer sa loi, mais est-ce qu'il va être capable de prendre les coups d'un homme qui est 30 livres plus lourd que lui? C'est là la question. S'il est capable de prendre les coups, je pense qu'il va l'emporter. Et sinon, on sait très bien ce qui va se passer. Tu vas surveiller aussi le combat de championnat du monde, Leader Hardy, là, dont on entend de plus en plus souvent le nom. Oui, qui est invaincu en 22 combats, l'américaine, et qui, à mon avis, fait face à son meilleur test en carrière avec Amanda Serrano, la portoricaine. Ça va être un beau duel, une belle opposition de style, parce que entre le mouvement, la vivacité de Hardy et la puissance de Serrano, elle a 27 KO en 36 victoires. C'est impressionnant chez les femmes. C'est un très très gros ratio. Donc elle, il n'y a pas de secret. Elle vient pour démolir. Et on va voir si Hardy est capable d'utiliser sa technique pour s'en sortir. Hardy, pour la petite histoire, elle mène en parallèle une carrière en arts martiaux mixtes, où elle est quand même beaucoup moins efficace qu'en boxe, parce qu'elle est à 2 victoires, 2 défaites. Donc c'est un petit peu moins brillant qu'en boxe, mais là, pour ce combat-là, à mon avis, c'est un des plus gros combats de sa carrière, si ce n'est le plus gros. Elle est quand même âgée de 37 ou 38 ans, elle est fin trentaine, et peut-être que l'âge va finir par la rattraper, mais on sait que les femmes connaissent leur apogée physique un peu plus tard que les hommes, donc pour un homme, ça serait vieux. Pour une femme, c'est quand même encore un âge correct, donc je ne pense pas que ça la rattrape dans ce combat-là. Par contre, la puissance de Serrano pourrait peut-être la rattraper, parce que la portoricaine, elle est impressionnante depuis le début de sa carrière. Avant le combat entre Fury Wallin et ESPN Plus présente samedi, marche vers le ring à compter de 16h. Brad Foster contre Lucian Reed de Blade qui affronte Lidl. On a une thématique. C'est un combat qui est présenté chez les poids Supercock, et Foster, c'est intéressant, c'est vraiment une belle histoire. C'est un self-made man, c'est un ancien kickboxer qui est parti d'absolument rien. Il a remporté un titre britannique récemment. C'était le plus jeune boxeur à le faire en près d'une décennie. Là, va se battre sur une carte de BT Sports, c'est appuyé par Frank Warren, et là on dit pas que ça passe ou ça casse, mais là c'est une super occasion pour lui de se battre à la télévision, se faire connaître et avoir des combats plus significatifs. Reed, je regardais vite fait, lui il a vraiment une vraie fiche montée, là, affronte des boxeurs avec des fiches plus que déficitaires. Donc, ça vaut peut-être la peine là, de voir un jeune boxeur britannique en ascension. Et sinon, samedi 20h sur Fight.tv, Carlos Takam qui affronte Craig Lewis. C'est un premier combat cette année pour le poids lourd d'origine française. Mm-hmm. On pressentait pour affronter Alexander Usyk à Chicago. Là, finalement, on n'est pas été en mesure d'en arriver à une entente. Takam s'est joint à l'équipe de Joe DiGuardia.
Et bon, il affronte un boxeur, là, honnêtement, il y a très, très peu d'infos. Ouais. Ce qu'on peut dire au sujet de Takam, DeGuardia a eu des bons mots pour lui en disant c'est un bon boxeur qui a fait face à plusieurs disons, contraintes administratives, si on peut dire, depuis le début de sa carrière, si bien que son talent n'a jamais été pleinement exploité. C'est un boxeur qui est nettement meilleur que ce que vous avez vu. Et là, a décidé de mettre le cap sur Las Vegas en compagnie d'un entraîneur du nom de Yardy qui lui a été entraîneur du conditionnement physique, notamment de Berman Stiverne. On dit accès à des meilleurs partenaires d'entraînement à Las Vegas. On sait beaucoup de gymnases, donc beaucoup de partenaires avec qui parfaire ses habiletés. On s'en doute, là, c'est un combat pour entamer cette relation-là avec Joe DeGuardia dans le but d'obtenir probablement un combat nettement plus significatif chez les poids lourds. On se souvient, hein, il y a quelques temps, avait affronté Anthony Joshua en remplaçant. Bon, avait été payé pour s'entraîner en parallèle, avait quand même offert une position vraiment très, très honnête. Il faut dire que Joshua se préparait à affronter un autre boxeur, donc, tandis que Takam, lui, avait plus peaufiné une stratégie sur un seul adversaire, mais reste que c'est généralement quelqu'un qui donne toujours de très, très, très bons combats. Contre Chisora, ça avait aussi été un très bon combat. Mais là, dans son cas, il s'attendait à un combat contre Usyk et il se retrouve à se battre contre Craig Lewis qui a, à 35 ans, 3 défaites dans ses 4 derniers combats. Ça doit être difficile pour lui de trouver la motivation de partir d'un combat aussi prestigieux que Usyk à un combat aussi dull que Craig Lewis, anonyme. Dans un casino de l'État de New York. Donc c'est un petit peu, ça doit être un peu compliqué pour lui de trouver la motivation, mais bien évidemment, c'est pas ce combat-là qui est l'objectif, c'est de remporter ce combat-là pour la suite. Et on sait que Takam est un nom qui est quand même reconnu chez les poids lourds, qui peut servir d'adversaire à peu près n'importe qui, que ce soit Tyson Fury, que ce soit Wilder, que ce soit Joshua, que ce soit n'importe quel champion ou n'importe quel aspirant sérieux. Donc il a encore un avenir dans cette catégorie, Takam, et il mérite d'avoir un combat de ce calibre-là parce qu'on sait que pendant toute sa carrière, il est généralement allé à l'extérieur, allé dans le pays du champion, il était toujours le côté B de l'équation, toujours l'adversaire, et il a toujours offert une belle performance. C'est un gars qui est extrêmement physique, ça se voit à l'œil nu. Il a un physique d'Apollon, d'athlète de statue grecque, et c'est un gars qui impose un défi physique à l'adversaire de tous les moments. C'est jamais un combat facile contre Takam. Tu vas travailler. Même si tu vas le battre, il va falloir que tu travailles très très fort. Et je pense qu'il peut embêter à peu près n'importe qui chez les poids lourds. Pas forcément remporter ces combats-là, mais offrir une belle opposition et offrir un bon combat aux champions. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, bien, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application RDS ou l'application iHeartRadio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par RDS. Donc, au nom d'Adrien Meur et du seigneur de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!